Donc bonjour à toutes et tous. Très honorée d'être en votre présence ce matin et en la présence de Arnaud Bontemps et Willy Pelletier que je vais laisser se présenter. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde vu la richesse du programme. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Donc moi je suis Mathilde Feld, je suis nouvellement députée insoumise depuis le 7 juillet 2024, députée de la Gironde, dans une circonscription très bicéphale avec une partie autour de la métropole bordelaise qui est plutôt urbaine et puis une très grosse partie qui est très rurale, donc 155 villages. Donc une circonscription assez compliquée, évidemment, vous vous en doutez, à mailler et à parcourir. Où la question des services publics se pose de façon éclatante, évidemment, puisque je ne sais pas d'où vous venez tous, de façon très variée, mais on sait qu'en ruralité, en particulier, les services publics sont très absents et très insuffisants. Voilà. Donc, écoutez, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, je pense que la question de se poser, justement de se poser la question de la fonction publique comme rempart à la marchandisation de nos biens communs, je pense qu'on est dans le cœur, évidemment, de la politique néolibérale qu'on est en train de nous infliger depuis des années et qui s'accentue de façon croissante. Donc, en effet, moi j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la fonction publique territoriale, pour ne pas dire la totalité d'ailleurs. Donc je suis absolument convaincue, bien entendu, que c'est un rempart et que même c'est un bien commun, en fait, tout simplement. Et que donc il faut la préserver à tout prix, puisque c'est la seule façon de lutter contre l'individualisation de la politique et de la façon dont on gère justement la richesse de la collectivité. Donc je vais laisser dans un premier temps la parole à Willy Pelletier, donc sociologue, enseignant à l'Université de Picardie, qui va se présenter un peu mieux. Et puis dans un second temps, c'est Arnaud Bontemps, qui travaille aujourd'hui dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est ça, aux affaires sociales, c'est ça ? Mais c'est pas grave. Bon, d'accord, plus, voilà, c'est ça. Et qui est surtout porte-parole du collectif Nos Services Publics. Voilà, c'est ça. Et bien voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Donc Willy Pelletier, oui, je suis sociologue à l'Université de Picardie et d'un point de vue militant, pendant une période brejnevienne, pourrait-on dire, j'ai été coordinateur général de la Fondation Copernic pendant très longtemps, trop longtemps, parce que je voulais partir, mais bon, j'arrivais pas. Enfin, il ne me laissait pas. Heureusement qu'il fait beau, parce que je laisserai à Arnaud et Mathilde la joie d'être agréable. Quant à moi, je crains d'être dans le panorama des catastrophes, quoi, concernant les services publics. Et ça devrait nous motiver d'autant plus, d'ailleurs, qu'à partir du 10 septembre, s'amorce un nouveau mai 68, ce qu'on espère toutes et tous. Mais pour les services publics, les lois ou les propositions de loi, et je pense notamment à celle, par exemple, de Daniel Obono, qu'il faut soutenir, qui est impérative, ou bien les journées comme aujourd'hui, où on est dans une forme d'entre-soi militant, et il y en a eu beaucoup de journées comme ça, où on est dans une forme d'entre-soi militant, ne suffisent pas. De sorte que il faudrait, à partir du 10, plus au-delà, jusqu'à 2027, lancer un mouvement populaire pour réinventer et reconstruire et retisser les services publics. Mais on en est loin, car même lorsque les personnes dans ce pays, via les sondages, on a appris depuis Pierre Bourdieu à se méfier des sondages, disent être attachés aux services publics, on ne voit pas
de mobilisation générale pour les soutenir, un, et deux, lorsque des mobilisations existent, il y en a plein qui existent, juxtaposées. Je pense aux mobilisations pour les maternités de proximité, par exemple. Il y en a 1000 autres. Mais quand il y en a, elles perdent, elles perdent, elles perdent et elles perdent encore. Donc, ce que nous avons à nous demander, c'est comment cesser de perdre. Et ça, c'est pas gagné, d'autant que, et c'est le cœur de mon propos, et c'est le cœur, j'allais dire, de cet ouvrage qu'avec Julie Gervais et Claire Lemercier, on a écrit, paru l'an passé, je crois, à la même époque, La haine des fonctionnaires, qui dit en substance que nous vivons un moment de basculement historique, que nous vivons un moment crucial au sens premier du terme, de la croix, c'est-à-dire ça va dans un chemin ou dans un autre, où se conjuguent, et c'est inédit, 3 flots de haine des fonctionnaires. Le premier flot de haine, on le connaît, on le connaissait, il s'applique depuis longtemps. Il vient d'en haut. C'est la haine de la nouvelle noblesse qui maintenant gouverne le secteur public, une noblesse que nous nommons managériale public-privé, puisque sa carrière, pour qu'elle soit réussie, exige des va-et-vient entre postes dans le public qui, si vous les faites en managers libéraux, vous propulsent managers dans le privé et qui permettent ensuite d'acquérir de plus hauts postes dans le public. Des profils de managers publics-privés, on en a, évidemment, on en a pléthore, à tout étage des services publics, mais les anciens ministres de la fonction publique ne sont jamais passés, les récents, ne sont jamais passés par la case fonctionnaire, ce qui peut sembler quand même une aberration absolue. Écoutez, regardez, Amélie de Montchalin, HEC, donc évidemment, ils sortent ces managers publics-privés des écoles du pouvoir transformées en business school ou complétées de business school américaines. Amélie de Montchalin, HEC, puis Harvard Kennedy School, puis Exane BNP Paribas avant de devenir ministre. Stanislas Guérini, HEC, puis Harvard Business School, ensuite la filiale française de la multinationale Air Products. Et après son ministère, il rejoint le cabinet de conseil Topix comme senior partner. Guillaume Casbarian, ESSEC Business School, puis les cabinets de consultants Monitor Deloitte et PMP Conseil. Bien. Et ce sont eux qui sont en charge de la fonction publique. À l'heure actuelle, Marc Angeli est un avocat, donc profession libérale. Mais tous ces managers, toute cette noblesse publique, privée, a pour mantra, apprise dans ces écoles du pouvoir devenues business school, la rentabilité financière immédiate des entreprises. Et ils voient le secteur public comme une entreprise. Donc la rentabilité financière immédiate, sans se soucier des coûts longs ou des coûts différés des services publics. Ça passe par quoi? Ça passe par, mais vous le savez, et je vais être rapide là-dessus, par une caporalisation des agents, ça passe par des fusions de services qui désorganisent, ça passe par une défonctionnalisation des fonctionnaires, bien souvent, par des mobilités forcées, etc. Ces modernisations managériales se font avec acharnement, avec brutalité, parce que la carrière des managers, dans sa réussite ou son échec, en dépend. Et donc, il ne faut pas croire qu'ils vont s'arrêter, ils ne vont pas s'arrêter. La seule façon de les arrêter, c'est que nous les arrêtions. Et le problème, c'est que nous ne parvenons pas à les arrêter pour l'instant. 1 et 2, qu'ils sont de plus en plus nombreux. Plus
des générations et des générations sont produites par les écoles du pouvoir. Il y a des dissidents, parmi lesquels Arnaud Bontemps et ses amis, par bonheur. Mais les dissidents ne font pas la population générale. Bien. Et ces modernisations libérales qu'ils impulsent, qui n'ont de nom qui n'ont que le nom de la modernisation, car ce sont des formidables régressions, en réalité, on les voit toujours de très loin, de trop loin. Ceux qui les effectuent ne les voient même pas la plupart du temps. Pourquoi ? Parce qu'une carrière réussie dans la noblesse managériale publique-privée suppose qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, vous quittiez votre poste pour un poste plus élevé. Autrement, si vous restez, c'est que vous êtes sur la touche, c'est que vous êtes un has-been. Donc vous inquiétez pas, pour les fusions de services, les réorganisations, les mecs, ils se dépêchent. Leur carrière en dépend. Et même si on les critique, souvent, on les voit de trop loin. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est Nasser, agent des routes, le dos en compote, qui se lève d'astreinte le week-end, qui se lève chaque jour à 5 heures, qui est au turbin en permanence avec des déneigeuses obsolètes. C'est Odile, agent d'entretien dans une cité administrative, et qui porte 2 fois plus de charges depuis que ses collègues partis en retraite, par exemple, n'ont pas été remplacés, ou d'ex-CDD, puisqu'on assiste à une CDDisation de la fonction publique, n'ont pas été remplacés. C'est cette assistante sociale qu'on interviewait, Odile, qui... son nom m'échappe, mais peu importe. Valérie, qu'on interviewait et qui s'en va aux toilettes pour éviter de crier ou de s'effondrer. Parce que on lui a installé caporalisation, fantasme de contrôle. On lui a installé sur son ordinateur 5 logiciels où elle doit faire du reporting d'à peu près tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait. Ce qui cannibalise cette quantification du temps de travail, cannibalise le travail effectué. De sorte qu'elle ne peut plus aider, elle n'a plus le temps. Et c'est pareil dans beaucoup d'institutions. Le reporting, elle ne peut plus aider, elle n'a plus le temps. De sorte que les gens qu'elle voyait, les familles qu'elle voyait, où elle aidait notamment, par exemple, sur le logement, qu'ils n'ont pas, ces familles l'engueulent. Alors que pendant très longtemps, elle a eu le sentiment, et c'est pour ça qu'elle a choisi ce métier, par vocation, elle a eu le sentiment qu'elle pouvait aider. Elle est empêchée d'aider. Les modernisations libérales, on les voit toujours de trop loin. C'est ça. Et c'est ça également, bien sûr, et c'est le second flot de détestation ou de haine qui est là, pour le coup, est extrêmement grave. Et qui est neuf. Ces modernisations libérales débouchent sur une détestation des fonctionnaires en certains secteurs des classes populaires. Et ça, c'est neuf. Parce que les services publics, on le dit souvent, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Donc c'est la seule possibilité d'aide, ça devrait être la seule possibilité d'aide de ceux qui ont très peu. Et les services publics sont empêchés dans leur budget, empêchés dans leurs moyens, réduits même physiquement. Regardez les centres des impôts, regardez les maternités de proximité, réduits même physiquement du point de vue de leur présence sur le territoire, de sorte qu'ils ne peuvent plus aider, que les fonctionnaires ne peuvent plus aider. Et ce second flux de haine vient d'en bas, pour le coup. Le premier venait d'en haut. Celui-là vient d'en bas. Les aides pour les populations qui de plus en plus n'ont rien vont croissantes et prennent aux tripes. C'est une question presque de vie ou de mort. C'est même pas la fin du mois, c'est le début du mois. Ils ne sont plus aidés.
Je ne vais pas multiplier les exemples, on en parlera, mais il y a peu à l'hôpital de Soissons, il y a eu une grève, ils ont obtenu un demi-poste. Il fallait attendre jusqu'à 20 heures aux urgences. 20 heures aux urgences. On sait que globalement, la moyenne, c'est 10 heures. 10 heures déjà, tu as le temps de crever, mais alors 20 heures, insupportable. Bon, c'est pareil, la même violence, et la même violence qui évidemment, s'exprime y compris physiquement contre les agents du service public maintenant. Des violences contre les agents du service public de gens qui n'en peuvent plus, qui sont dans une position intenable. Alors aux urgences, c'est le cas, où on s'en va agresser des infirmières, agresser des aides-soignantes, mais également à la sortie des collèges, à la sortie des lycées, à tous les guichets sociaux de la fonction publique, des usagers qui n'ont rien et qui n'obtiendront rien, ne le supportent plus. Mais il faut pas, si on n'est pas dans leur situation, on ne peut pas le comprendre. Mais si on est dans leur situation, je vous assure, on le comprend. Quelqu'un qui, par exemple, avait des APL et qui les voit supprimés parce que son logement est insalubre, et qui reçoit je ne sais combien de lettres, mais pendant plusieurs années, est-ce que votre situation a changé? Est-ce que votre situation a changé? Est-ce que votre situation a changé? À un moment donné, elle pète un câble. Parce que bien sûr que le propriétaire qui n'a aucun intérêt à faire que sa situation change n'a rien fait, mais elle n'a plus rien. Bien. Il faut ajouter à cela, et je terminerai presque par là, il faut ajouter à cela les expériences maintenant que les milieux populaires ont de la fonction publique. De plus en plus, Pierre Bourdieu parlait de main gauche de l'État, celle qui distribue un peu de solidarité, et de main droite de l'État, celle qui cogne. Eh bien, la main droite de l'État, et on sait par qui elle est tenue, dans beaucoup de secteurs du monde populaire, c'est la seule qu'on connaît presque maintenant. L'école est en pénurie et ne permet plus l'ascension sociale. Les aides sociales se font de plus en plus rares. Par contre, les contrôles, oui, les contrôles s'intensifient. Oui, le flicage des pauvres qui sont coupables, forcément coupables, classe laborieuse, classe dangereuse. Les pauvres sont forcément coupables. Ça croisse de façon extrêmement intrusive. Les contrôles se multiplient, sans cesse et sans cesse et sans cesse. Bon, je ne parle pas de la numérisation, peut-être on en parlera, ou Arnaud en parlera, je ne sais pas, mais c'est vrai que là aussi, ça participe d'une forme de mise en honte des plus populaires des secteurs populaires. Parce que vous savez, même les jeunes, c'est pas parce qu'ils jouent avec leur téléphone portable qu'ils savent remplir, par exemple, des déclarations d'impôts. Ça n'a rien à voir. Et les gens, à un moment donné, quittent. Et ils quittent, oui, mais... alors, je parlais de déclaration d'impôts ou d'autres choses, mais ils quittent. Mais pour quel malheur? Le malheur de qui? D'eux-mêmes, bien sûr. Et puis, également, dans cette frénésie du contrôle, n'oublions pas que l'expérience la plus marquante des services publics dans beaucoup de milieux populaires, c'est le tribunal. C'est le tribunal. Aller au tribunal, moi je suis dans l'Aisne, aller au tribunal de Soissons, c'est le tribunal qui condamne pour des loyers en retard. C'est le tribunal qui condamne pour des crédits impayés. Mais impayés avec quoi? C'est le tribunal qui condamne pour du trafic de shit. Je ne dis pas qu'il faut trafiquer du shit, mais enfin, c'est le tribunal. C'est l'État, tu prends ce grand coup dans ta gueule. Au total, et il y a des effets cliquets, au total, les plus jeunes
Les plus anciens savaient ce qu'étaient les services publics, notamment ce qu'était une poste. Près de chez moi, les postes ont toutes été supprimés et pendant longtemps, ce qui faisait office de poste pour plusieurs villages dans lesquels les personnes votent Front National à 75-80%, tout autour de chez moi. La Poste, c'était un bâtiment de chantier, vous savez, un bâtiment Algeco. Voilà, les services publics. Alors que les autres bâtiments de la Poste étaient inoccupés. Bien. Donc voilà où nous en sommes. Mais quoi? Et c'est pourquoi, je vous assure, on est à Waterloo, moins 2 heures. Et si on ne le voit pas et si on ne fait rien à la hauteur, je vous assure, on est mal. Parce que là, dans un monde où personne n'aide plus personne, là où chacun seul, chacun sa merde, explose dans un sauve-qui-peut général où la générale s'appelle Marine Le Pen, là, l'absence de service public qui empêche l'aide sociale, l'égalité sociale, un peu de solidarité, où il n'y a plus de solidarité, tout ça renforce la somme immense des colères. Immense des colères. Et des colères qu'il faut comprendre. Qui génèrent ces votes de vengeance sociale qui font les scores de Bardella ou de Le Pen. Or, à 11 millions de personnes dans cette immensité de colère, je vous assure, il faut comprendre parce qu'on va être mal. Hein. Enfin, pour terminer, après cette haine venue d'en bas, cette haine venue d'en haut, il y a aussi une haine, j'allais dire, au milieu, dans le milieu des fonctionnaires. Une haine des fonctionnaires pour eux-mêmes, c'est-à-dire pourquoi? Pour ce qu'ils sont obligés de faire. Le temps manque, donc je ne vais pas être long. Mais regardez ce que sont obligés de faire les ouvrières du soin, que sont devenues, c'est elles-mêmes qui le disent, les infirmières ou les aides-soignantes. Les premières de corvée, les premières à mourir, et qu'on matraque lorsqu'elles manifestent, dos en compote, à porter des patients, jour et nuit, avec des salaires souvent de misère, du temps de travail à rallonge, la rentabilité financière immédiate, mais vous le savez pour l'hôpital, c'est, et pour les EHPAD publics, c'est, ou privés, pareil, c'est la réduction au maximum du temps accordé à la toilette, par exemple, des personnes âgées, 6-8 minutes maximum, quand les infirmières ou les aides-soignantes disent qu'il en faudrait 40, bien, à plein. Et elles disent, nos témoignages, on a à peine le temps d'un VMC, visage main cul. On est devenus des torches-cul. Avec des gestes brutaux, impossibles à ne pas... mais qui font mal aux patients, qui font mal à soi. Parce que lorsque la personne en pleine détresse qui est là, on ne peut pas l'aider, et même lui parler, le temps rend impossible cela. Et mal, vous le transportez chez vous, hein, cette détresse, dans votre rêve, et c'est pourquoi plein d'infirmières, plein d'aides-soignantes s'en vont. Bien. Et d'ailleurs, des urgentistes aussi, et des médecins. Pour les enseignantes et les enseignants, pas la peine d'être plus long, vous connaissez sans doute la situation, avec cette frénésie de l'évaluation permanente. C'est-à-dire il faut donner des notes, il faut donner des notes, il faut donner des notes, puisque seul le contrôle fait le bonheur des libéraux, il faut donner des notes. Ils n'ont plus le temps de faire leur travail, qui était d'avoir un peu de temps, calmement, pour faire progresser leurs élèves, les faire apprendre. Mais noter sans cesse interdit le travail. Donc,
vous comprenez bien que quand la haine des fonctionnaires était simplement cette haine venue d'en haut, déjà, on s'en prenait plein la tronche. Maintenant que se conjuguent ces trois flots de haine des fonctionnaires que je viens de décrire, oui, nous sommes mal, parce que la haine venue d'en haut, la noblesse managériale publique-privée, je terminerai par là, évidemment fonctionne dans sa légitimation par des enquêtes de satisfaction, lesquelles enquêtes de satisfaction, invariablement, bien sûr, puisque les gens ne sont plus aidés, produisent des résultats qui les conduisent à dire il n'y a aucune efficacité des services publics. Donc il faut les transformer encore davantage. On voit le renforcement circulaire du démantèlement et du massacre. Je crois qu'il faut, comme il y a eu une révision générale des politiques publiques, une révision générale des services publics, je crois qu'il faut un grand programme d'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas un grand mot, des services publics. Un grand programme d'évaluation des services publics, d'évaluation par en bas, d'évaluation par les besoins. Une révolution des besoins. Et que nous ne réussirons à faire ce qui serait possible, je ne sais pas la configuration de 2027, le problème n'est pas là, mais d'avoir un programme commun, partis, syndicats, associations intellectuelles, usagers, d'avoir un programme commun de réinvention des services publics à l'horizon 2027. Tout au moins, c'est une nécessité que cette mobilisation par en bas, car la noblesse managériale publique-privée, même si, imaginons, LFI arrive au pouvoir, restera. Et ne croyons pas qu'une loi s'applique. Une loi est traduite, elle est retraduite à chaque échelon où la prennent en main des responsables. La loi, ce n'est pas quelque chose qui s'applique verticalement. De sorte que un ancien ministre, par ailleurs climato-sceptique de l'Éducation nationale, invitait à dégraisser le mammouth. Le mammouth est à l'os et qu'il est grand temps, ensemble, qu'on décrète la Mammouth Pride. La Mammouth Pride. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de faire des interventions qui se cantonnent à peu près à 15 minutes, normalement. Donc, je vais passer la parole à Arnaud. Et puis, ensuite, moi, je conclurai. Et puis, on passera évidemment à des questions. Voilà, merci. Merci. Je mets un chrono. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Arnaud, je suis fonctionnaire, dissident, comme disait Willy. Je lui laisse le mot, mais l'idée est là. Et je voudrais... Bon, alors d'abord, c'est dur de rebondir sur ce que dit Willy, c'est toujours le cas, et puis c'est concret, c'est prenant, et on reconnaît la situation des services publics, malheureusement, dans ce tableau un peu noir. Je vais essayer, pour ma part, de revenir, puisqu'on nous demandait en introduction si la fonction publique, c'est le dernier rempart face à la marchandisation de nos biens communs. Et je voudrais essayer de prendre la question vraiment au sérieux. Vous allez voir que je ne vais pas y répondre par la fonction publique, je vais y répondre par le service public, parce que ce n'est pas exactement la même chose, et je voudrais revenir sur ce concept. Mais avant, faire un petit détour qui me semble important par cette question de la marchandisation du bien commun, en fait par le marché. Parce qu'on en parle, et en fait souvent on parle de marchandisation comme un peu un gros mot. C'est pas bien, c'est la marchandisation, et puis on va pas dans le détail de mais c'est quoi le marché, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme, qu'est-ce que c'est que cette idéologie, qu'est-ce qu'elle fait à notre société. Je vais pas en faire des caisses, mais je pense que c'est important de revenir dessus pour identifier les coordonnées du problème et derrière pouvoir se demander qu'est-ce que c'est que les services publics dans cette équation. Et je vais peut-être commencer par un paradoxe, mais je pense que c'est important de se le dire parce que les coordonnées du problème sont complexes.
Le marché, c'est quelque chose qui a une immense efficacité opérationnelle. Certes, et j'y reviendrai, ça épuise la planète c'est à beaucoup d'égards, mais avant tout, avant d'être idéologique, le marché, ça a été une réponse concrète aux besoins de la population, ou une manière de répondre très concrètement à la population qui a été un levier d'émancipation. Et c'est peut-être difficile, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise. C'est quoi le marché? C'est en fait, si on peut reprendre une vision très marxienne, on a commencé, on était dans une société féodale où les personnes étaient attachées à leurs terres, et avec le passage au capitalisme, les personnes sont certes, les travailleurs ont été attachés au capital, mais ont gagné énormément en mobilité sociale, mais pas que. Les 2 siècles ou 3 de capitalisme qu'on a traversés ont été des moments de progression importante des libertés, de progression importante, j'ai dit, de mobilité sociale, de la science. C'est dans ces siècles-là qu'on a construit les services publics, et j'y reviendrai très rapidement. Il y a eu des augmentations d'espérance de vie, il y a eu des diminutions des inégalités. Et en fait, c'est important de se le dire parce que c'est là-dessus que repose aujourd'hui la force du marché dans notre imaginaire collectif. C'est que ce n'est pas juste une jolie idéologie, c'est qu'elle a produit des choses, et qu'elle a produit des choses avec une efficacité opérationnelle, je le disais, très impressionnante, et qu'il faut, je pense, comprendre. C'est que le marché, c'est une manière de répondre aux besoins de la population qui fait se rencontrer une offre et une demande par un prix, disons-le assez rapidement. Et c'est très fort parce que le prix, et donc la monnaie, l'argent qu'il y a derrière, c'est à la fois l'objectif qui est affiché, c'est le moyen d'échange et c'est l'incitation. C'est l'objectif parce qu'on veut faire de l'argent, c'est la monnaie d'échange, je ne vous fais pas un dessin, et c'est l'incitation puisque tous les agents de ce marché sont incités collectivement à poursuivre cet objectif parce que ça permet d'acquérir des besoins, des biens et donc de satisfaire des besoins. Et c'est dans cette construction majoritaire qu'on évolue aujourd'hui et qui a un ancrage très puissant aujourd'hui dans notre société. Encore un tout petit détour à ce stade par un des précurseurs du marché qui est Adam Smith. Pour lui, le marché, c'est clé, c'est ce qui permet que chacun puisse poursuivre le bonheur collectif tout en allant chercher sa propre satisfaction individuelle. Parce qu'on va se satisfaire individuellement, on va améliorer le bien commun. C'est ça la force du marché, en poursuivant notre intérêt personnel donc. Et on va le faire à une condition, c'est que chacune et chacun ait la liberté d'échanger des biens et des services sur un marché. La liberté de produire et la liberté d'échanger, la liberté de consommer. C'est ça, l'idéologie qui est derrière, c'est une conjonction entre bonheur individuel et bonheur collectif qui a des répercussions concrètes dans la société et qui s'assuit sur une certaine idée de la liberté. Et je veux en revenir par là parce que pour dépasser un peu nos idées préconçues et puis s'attaquer à la difficulté du problème qu'on a devant nous, qui est on a cet objet-là. Pourquoi c'est difficile? Et j'y viens rapidement, c'est important. Pourquoi c'est un problème, le marché? Parce qu'il repose sur une idée de croissance et qu'à des tas d'égards, cette croissance, 1, est au bout, 2, détruit la planète, 3, aboutit à une concentration massive du pouvoir dans des mains non démocratiques. Fin de la croissance d'abord, c'est d'abord un constat. Depuis 40 ans, la croissance connaît un long tassement. Il y en a de moins en moins. Il y en a moins dans les 10 dernières années que dans les 20 dernières, que dans les 30 dernières, que dans les 40 dernières. Il y a vraiment un tassement long et c'est clé parce que cette croissance, c'est la promesse du marché et du système qu'il y a derrière. C'est la modalité d'une réponse toujours plus forte aux besoins. Et que pour aller toujours plus, et que à l'inverse, pour répondre à ce problème de la croissance se tasse, le marché n'est plus fonctionnel, les dirigeants vont toujours plus loin dans la casse du collectif pour que le marché soit toujours plus parfait.
Le marché, il est rendu imparfait par des collectifs, par des syndicats, par des protections collectives, par de la sécurité sociale. Et donc, les abîmer, c'est toujours améliorer le fonctionnement du marché comme une conjonction d'individus libres qui peuvent poursuivre leur bonheur collectif. Donc, il n'y a plus de croissance, et pour la poursuivre, pourtant, on détruit les collectifs. Ça épuise la planète. Et je crois que c'est important de se le dire, mais ça vient aussi de cette logique. On franchit progressivement toutes les limites planétaires. Je ne vais pas en faire un dessin, mais évidemment, des limites climatiques sont dépassées, la biodiversité est ratiboisée, les océans s'acidifient, les cycles de l'azote et du phosphore sont perturbés, et encore beaucoup d'autres. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a aujourd'hui... ça n'est pas accessoire, c'est consubstantiel à une logique qui est celle du marché, ce qui est que pour satisfaire nos besoins, on va devoir consommer. Et que cette consommation est le moteur de la croissance. Seulement, cette consommation infinie, croissance infinie dans un monde fini, conduit à ponctionner toujours plus sur ce qui n'est pas cher. Ce qui n'est pas cher, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le sol, le foncier, c'est aussi le travail dont on fait diminuer le coût. Mais donc cette logique de concurrence et de marché poussée à son terme nous amène aujourd'hui directement dans le mur. Et c'est la troisième et dernière étape de ce tableau noir que je rajoute au tableau noir de Willy, c'est que tout ça aboutit ou culmine aujourd'hui dans un moment où les grandes entreprises qui sont sur ce marché sont elles-mêmes conscientes de ces limites, sont elles-mêmes conscientes qu'on ne va pas croître indéfiniment en faisant le bonheur de tout le monde, et donc sont engagées dans une lutte de prédation, de captation, très concurrentielle, en utilisant toutes les modalités à leurs ressources, y compris les États, pour aller chercher plus de ressources naturelles, pour aller... et on est sur un retour de barrières douanières très fortes, et on est surtout sur une capture de la démocratie, à un point qu'on n'imagine pas tout à fait assez. Le point le plus visible, c'est les médias, et on le voit, et en France, on le sait, et l'exemple de Vincent Bolloré et de cette captation par les milliardaires, par certains des médias est énorme, mais en fait, dessous, il y a toute une infrastructure disons-le, une infrastructure de la communication, de l'interpersonnel et de la démocratie, dont toutes les strates, les unes après les autres, sont captées par les grosses entreprises de technologie, les big tech, comme on le dit parfois. Et donc, c'est évidemment tout en haut les réseaux sociaux, mais c'est aussi les data centers, c'est les flux d'échange de données, c'est l'intelligence artificielle, c'est jusqu'aux satellites, parce qu'on sait que Starlink et Elon Musk envoient des satellites qui eux-mêmes permettent les télécommunications. Et donc, de bout en bout, toute cette infrastructure par laquelle on communique, par laquelle on fait citoyenneté, on fait démocratie. S'il y a des mouvements sociaux, c'est qu'aujourd'hui, ils se créent là-dessus. Si vous organisez des groupes locaux, si vous les organisez sur ces infrastructures, etc., etc., tout ça est capté, in fine, et en tout cas repose sur des infrastructures qui sont de plus en plus captées par les milliardaires en concurrence avec la démocratie, pour le dire rapidement. Je vous fais ce tableau-là, volontairement réaliste et un peu sans concession, pour en arriver à mon principal point, qui est la question des services publics. Parce que, au fond, ma conviction, c'est que face à cette offensive extrêmement complexe et extrêmement puissante du marché, les services publics sont un projet de société alternatif d'une puissance qu'on sous-estime nous-mêmes. Alors, ils sont pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas construits comme tels. Les services publics, c'est une construction extrêmement pragmatique par en haut. Des fois, au service du marché, pendant la monarchie, le service public, et Willy et ses collègues l'expliquent très bien, c'est mettre la monarchie au service de l'économie en faisant des postes. Au début, la poste, c'était pour l'entreprise et pour les informations boursières. Le rail, c'était pour les marchandises, c'était pas pour la population. Puis pendant la Troisième République, les services publics, ça a d'abord été asseoir la Nouvelle République contre la monarchie, mais là aussi par en haut. On a construit l'école et l'école laïque pour asseoir une
une idéologie républicaine, mais puis le concept même de service public, d'ailleurs, est intéressant. C'est construit par des juristes et des conseillers d'État dans un petit cénacle. C'est pas une lutte sociale énorme qui a imposé les services publics. C'est un outil, ou c'est plein d'outils de la bourgeoisie à des stades différents qui se sont sédimentés. Mais ça aboutit à quelque chose qui est fondamental. Ça aboutit aujourd'hui à ce qu'on ait des écoles publiques, à ce qu'on ait des hôpitaux publics, à ce qu'on ait encore des bureaux de poste, on ait des rails, on ait des routes, on ait des organismes de protection de l'environnement, on ait des tribunaux, etc. etc. Et c'est quoi aujourd'hui et donc, je voudrais en faire... C'est quoi tout ça? C'est quoi ces services publics? Au fond, c'est que nous avons collectivement décidé, de mettre en commun des richesses. Aujourd'hui, c'est quasiment 50% de la richesse qui est produite ou redistribuée nationale, qui est produite ou redistribuée par les services publics. Pour rendre des besoins essentiels accessibles à tous. Et je voudrais m'y arrêter un petit peu. C'est quoi ces besoins? C'est l'éducation, c'est la santé. On a décidé collectivement, par des lois ou par des constructions collectives, de rendre l'éducation, de rendre la santé, de rendre la justice et l'environnement accessibles à tous en faisant des services publics. Et tout ça, on l'a fait en dehors du marché. Parce que les services publics, c'est un modèle d'organisation alternatif au marché, qui ne considère pas comme centre le prix, mais qui considère comme centre les droits que l'on confère à chacun. En fait, les services publics, quand ils reconnaissent le droit à l'éducation, ils considèrent que le besoin essentiel de l'éducation est partagé par toute la population. Donc politiquement, on l'érige en un droit et on met en place un service public pour rendre ce droit effectif. Voilà le mécanisme du service public. Et on le fait en dehors du marché parce que l'argent qui finance les services publics ne vient pas du prix et ne vient pas de l'échange monétaire. L'argent vient de la socialisation des richesses. On a construit, sans le savoir et sans le vouloir, un outil révolutionnaire d'une force énorme, qui est quoi? Qui est mettre en commun des richesses pour répondre à des besoins essentiels de manière égalitaire, financer collectivement et gérer démocratiquement, en dehors du marché. C'est... que demander plus? Probablement, on a là quelque chose d'énorme. Et je voudrais aller un tout petit peu plus loin que ça. J'ai détaillé en introduction rapidement la logique du marché. La logique des services publics, je disais, est alternative. Là où il y a dans le marché une logique de propriété, dans les services publics, on met en place une logique d'usage. On n'est pas propriétaire de l'école, par contre, on en a tous des droits à l'usage, à l'utilisation, à la satisfaction de nos besoins. Là où le marché nous dit qu'on sera plus heureux en consommant plus, alors qu'on voit que ce n'est pas le cas, c'est un des paradoxes, et qu'on voit que par ailleurs, on n'arrive plus à consommer plus, on résout ce paradoxe en se disant, en fait, le progrès, c'est une question de droit collectif. C'est pas une question de pouvoir d'achat individuel. Cette notion-là est compatible par ailleurs avec les limites planétaires, puisque progresser, c'est offrir des besoins, offrir des droits plus nombreux à tout le monde, et ce n'est pas toujours consommer plus. Et au fond, c'est avoir une notion de la liberté beaucoup plus large et beaucoup plus puissante que celle que proposait Adam Smith quand je le citais tout à l'heure. Notre liberté, au fond, c'est pas d'attribuer, d'échanger des biens et des services sur un marché. Notre liberté, dès lors qu'on est titulaire de droits, c'est de satisfaire nos besoins essentiels en toute autonomie. Et c'est d'avoir le droit au loisir, le droit à l'éducation, le droit à une vie saine, et donc avec une puissance et une émancipatrice beaucoup plus importante. J'en termine par deux mots, parce que on peut penser, et on voit d'ailleurs combien ce récit-là des services publics et cette force des services publics peut paraître déconnecté du tableau que faisait Willy tout à l'heure, très noir des services publics. Pour autant, je pense que je veux insister sur quelque chose. C'est pas une utopie. C'est-à-dire, c'est probablement l'outil, c'est un outil matériel qui existe puissamment, dans lequel il y a 5 millions d'agents qui travaillent déjà
et qui travaillent déjà à la satisfaction en commun des besoins de la population, dans les hôpitaux, dans les tribunaux, dans les écoles, etc. Les services publics, c'est un terme qui a une charge politique dans la société. Vous parlez service public à la population, ils comprennent. Et ils voient qu'il y a quelque chose à défendre, qu'il y a quelque chose en commun. Et d'ailleurs, si vous leur demandez de quoi ils ont besoin, ils vont vous dire qu'ils ont besoin d'un médecin ici, ils vont dire qu'ils ont besoin de profs dans l'école de leurs enfants. Et donc, ce n'est pas un projet alternatif déconnecté d'une réalité, c'est ça que je veux dire. C'est un projet alternatif puissamment ancré dans la réalité quotidienne de la totalité de la population du pays. Le service public, c'est pas... Dernière question. L'État a-t-il le monopole des services publics ? Il faut bien prendre conscience que non, et que ça n'a jamais été le cas. Et que, pour ne prendre qu'un seul exemple, il y a tous les jours des centaines de milliers de salariés associatifs qui font tourner les services publics dans la protection de l'enfance, dans le secteur médico-social, dans le secteur de l'hébergement d'urgence, globalement dans le secteur social. Et donc, il y a le service public, ce projet de société de réponse à des besoins collectifs en dehors du marché financé collectivement, ça n'est pas le public, ça n'est pas une question de propriété publique, c'est une question de fonctionnement en dehors du marché. Il y a d'autres mécanismes que l'État, et il n'y a pas que les fonctionnaires d'ailleurs qui font tourner le service public, il y a des agents de droit privé dans des structures de droit privé qui toutes concourent à ce projet de société. Et je pense que ça en fait une des forces encore plus importantes, c'est-à-dire qu'on casse des oppositions de haine, comme disait Willy, beaucoup plus fortes quand on prend conscience que ce projet rassemble non seulement des agents du service public, du secteur public et du secteur privé, mais aussi les citoyennes et les citoyens, et d'une part, et les agents d'autre part, et qu'on casse la frontière artificielle entre les usagers relous d'un côté et les fonctionnaires fainéants de l'autre. Comment est-ce qu'on fait advenir tout ça ? En réalité, on le fait déjà, et on ne peut le faire, et on le fera forcément, par les luttes collectives qu'on mène. Les services publics, c'est par en bas défendre nos acquis, mais pas que. Mais on ne retrouvera pas dans un mythe de l'âge d'or passé. L'école de la Troisième République, c'était pas l'âge d'or. L'école de la Troisième République, c'était les ouvriers qui s'arrêtaient à 13 ans à l'école, puis ensuite qui allaient au champ, ou à l'usine, ou les paysans qui allaient au champ. Et c'était pas des hussards noirs qui apportaient l'égalité et la civilisation dans les campagnes bestiales. L'âge d'or des services publics, s'il y en a un, il est devant nous. Il est devant nous parce que l'école, on la reconstruira en faisant de plus attention à des besoins de la population qui évoluent, au bien-être des enfants à l'école, à la prise en charge des maladies chroniques dans la santé, à la protection de l'environnement. Il y a une série de besoins qui continuent à évoluer de manière puissante. C'est eux qu'il faut continuer à faire valoir pour les services publics, et que je pense que collectivement, on peut contribuer à prendre en compte de manière renforcée avec des coalitions d'agents et de citoyennes et de citoyens. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Écoutez, la transition, elle est facile. Donc, on a eu, elle est facile. Moi, j'avais aussi l'intention de parler des services publics, mais je vais parler des biens communs, puisque l'idée de cette conférence, c'est de savoir comment on fait échapper donc de la sphère marchande tous nos biens communs. Donc ça a été dit, les services publics évidemment et la fonction publique, c'est un rempart qui est très important, mais on a aussi pour réhabiliter un petit peu la démocratie et la souveraineté populaire, il faut qu'on débatte tous ensemble, et c'est ce qu'on fait au sein de la France Insoumise, et c'est ce qu'on fait tous ensemble, même si l'entre-soi militant ne suffit pas forcément. Mais il faut qu'on débatte sur les formes d'organisation et les régimes de propriété adaptés, donc des régimes de propriété collective, comme les administrations publiques, on vient d'en parler, les services publics, les entreprises publiques nationalisées, les pôles publics, les coopératives de production, et tout ça sous le contrôle des usagers, des salariés et des citoyens, évidemment. Donc, Willy a parlé
de la confiscation des moyens et du pouvoir, puisqu'on est quand même dans un contexte aujourd'hui parfaitement délétère. Je vais pas revenir là-dessus, simplement imager un petit peu sur les 36 ministres qu'on a aujourd'hui. Nous avons 22 ministres millionnaires, pour vous donner une petite image de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, on a aussi parlé de la captation de la démocratie par des infrastructures de communication. Arnaud vient de le faire. Mais on a aussi l'apparition d'une police politique aujourd'hui, puisque les préfets aujourd'hui se permettent, et Willy en a parlé, se permettent de demander à des élus, de faire de la modération des propos des élus. Donc on est quand même dans un contexte totalement délétère et il va falloir évidemment qu'on reprenne la main là-dessus. Et on est là pour ça, nous, politiquement, la France insoumise. Donc un petit regard sur le plan d'austérité que M. Bayrou nous prévoit. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Bayrou? Il cherche 44 milliards aujourd'hui. 44 milliards qu'il va aller chercher dans les poches des services publics et de la fonction publique, puisque c'est le gel des dépenses de l'État, et puis c'est des coupes franches parfois sur certains budgets, puisque gel des dépenses, il ne faut pas rêver, hein, gel des dépenses, ça veut dire que c'est une diminution en vérité des budgets, forcément, puisque l'inflation, l'augmentation des prix, tout se poursuit. Donc quand on gèle les dépenses, ça veut dire qu'en vérité, on baisse les budgets. Donc c'était 16 milliards qu'on cherchait en 2024, c'était 32 milliards en 2025 et maintenant 44 milliards en 2026. Et évidemment, ça ne peut que s'aggraver, étant donné qu'en fait, on alimente toujours le déficit et donc on alimente la dette. Et donc, évidemment, nous devons payer la charge de la dette, qui est une dépense incompressible de l'État. Tout à l'heure, Willy parlait de la moralisation, de dire que si on est pauvre, c'est de sa faute, évidemment. Hier, on avait un débat avec Sandrine Rousseau et Mathilde Panot sur les pesticides, où si vous êtes malade, c'est de votre faute aussi, bien entendu, parce que on ne va pas faire le lien entre les pesticides et votre maladie, mais par contre, vous fumez, vous n'allez pas courir tous les matins, vous buvez trop, vous mangez mal, etc. Sauf que tout ça, c'est de l'invisibilisation et de la responsabilisation individuelle. Et c'est toujours là-dessus qu'on en revient. Et l'histoire de la dette, c'est emblématique de ça. Pourquoi Bayrou, il brandit la dette comme ça, en disant « c'est insupportable, tous les Français, quand ils se réveillent le matin, ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'à la dette ». Je pense qu'on peut témoigner ici. Qui pense à la dette en se réveillant le matin ? Je ne vois pas beaucoup de mains se lever, donc il semblerait qu'il y ait une supercherie et de l'enfumage de la part de ce gouvernement, ce qui ne nous surprendra pas. Donc la dette, pourquoi c'est emblématique? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est tout à fait immoral de ne pas payer ses dettes. Voyons, évidemment, bien sûr. Donc on nous renvoie toujours à une responsabilité, alors que c'est totalement stupide, puisque on ne peut pas comparer la dette d'un État et la dette d'un individu ou d'une entreprise. Là, un État est immortel, donc par définition, il ne paye jamais sa dette. Il ne paye que la charge de la dette. Et c'est pour ça que c'est très important de réduire le déficit, de façon à ne pas accumuler, en effet, un montant de dette dont la charge deviendrait insupportable. Mais voilà un petit peu des outils comme ça qui passent un petit peu inaperçus. La dette, on s'en fout, c'est pas un vrai problème. En plus, il peut y avoir des très bonnes dettes, c'est-à-dire que si on s'endette pour investir dans les bâtiments publics qui sont complètement à l'agonie aujourd'hui, et en particulier les écoles, qui ne sont absolument pas isolés, qui ne sont pas adaptés au changement climatique, cette dette, elle est très bonne. Si cette dette, elle est détenue par des banques centrales françaises, européennes, c'est-à-dire par nous, c'est très bien, c'est nous qui la gérons, il n'y a aucun souci. Donc voilà, cet argument de la dette est emblématique de cette espèce de culpabilisation et d'individualisation, puisque vous avez vu, il a réduit la dette par Français, combien ça revient, etc. Enfin, voilà. Donc, cette espèce d'invisibilisation du collectif. Donc, très concrètement, les mesures qu'on nous promet, c'est quoi? Suppression de 3000 postes dans la fonction publique.
Tiens, comme par hasard, on s'attaque directement à la fonction publique. Donc évidemment, oui, il en a parlé, hein, les conditions d'exercice ensuite dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la justice, dans tous les secteurs de l'activité publique et dans l'administration, hein, ne serait-ce que l'administration, dans les préfectures, quand vous faites la queue pendant des heures pour obtenir des papiers. Aujourd'hui, il y a une incapacité des préfectures qui est organisée par le gouvernement à délivrer en temps et en heure, par exemple, les papiers aux étrangers. Donc vous avez des gens en situation d'OQTF, ça c'est la grande chose aussi qu'on aura dit, donc obligation de quitter le territoire français, qui sont dans ces situations-là, mais parce que la désorganisation des préfectures est organisée en réalité. Et c'est-à-dire que vous avez des Français qui sont... Louis Boyard, il le disait d'ailleurs dans une de ses interventions à l'Assemblée nationale, moi, j'ai 20 ans, il y a des gens sous OQTF qui sont plus français que moi, qui sont depuis 30 ans ou 40 ans en France, qui travaillent en France, mais comme ils doivent renouveler leurs papiers de façon régulière et qu'on tarde à leur donner, finalement, ils sont dans des situations où ils sont sous OQTF, alors qu'ils ont famille, enfants, qui payent leurs impôts depuis 30 ans sur le territoire français, et tout d'un coup, ils peuvent perdre leur emploi. Enfin bon, bref. Donc c'est un autre problème, mais qui donne bien l'image de qu'est-ce que ça veut dire de réduire les moyens de la fonction publique. Donc non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 à partir de 2027, ce qui est totalement délirant. Il y a plein de chiffres comme ça qui nous sortent, qui semblent très, très étudiés. Les 3%, par exemple, les sacro-saints 3% de PIB à ne pas dépasser pour l'Europe, etc. Ça a été fait sur un coin de table. Et là, c'est pareil, un fonctionnaire sur 3. Pourquoi un fonctionnaire sur 3 ? On n'en sait rien. L'idée, c'est de saigner les services publics pour montrer leur inefficacité. Et pouvoir ensuite dire, vous voyez, les écoles privées, ça fonctionne vachement mieux que l'école publique. Les profs, ils ne sont pas absents parce qu'au moins, ils ne sont pas payés à rien foutre. Ce n'est pas des fonctionnaires. Donc ensuite, on a quoi ? Le gel des prestations sociales, des pensions de retraite. Donc on en a parlé de l'année blanche. Donc ça, avec évidemment des conséquences qui sont dramatiques, à la fois pour les usagers, mais aussi pour les agents, bien entendu, et qui nous fait rentrer en fait dans une spirale de récession. En fait, la gravité de cette situation, c'est que évidemment, moins les gens ont de pouvoir d'achat, moins ils consomment, et moins ils consomment, et moins il y a d'entreprises qui fonctionnent, moins il y a d'entreprises qui fonctionnent, et plus ça licencie, etc. Enfin, on rentre dans un cercle vicieux avec ce programme économique néolibéral. On rentre dans un cercle vicieux de récession économique. Et ça a été démontré de multiples fois. Il y a une politique de l'offre comme elle est menée aujourd'hui en France mène inévitablement à une récession économique quand on commence à s'attaquer de cette façon-là aux services publics et aux prestations sociales des Français. Donc des remboursements des médicaments aussi, bien entendu, la fin de la reconnaissance des affections de longue durée. Donc ça, c'est parfaitement cynique dans une société où on attrape de plus en plus de cancers. Ça aussi, c'est tout à fait documenté, mais tout à fait ignoré. Donc je parlais des pesticides tout à l'heure. La loi du plomb, je pense que c'est un des éléments extrêmement importants de ce qui s'est passé politiquement cet été aussi et qu'il faut absolument retenir. Le fait que le Conseil constitutionnel aussi ait décidé d'écarter l'acétamipride, c'est une petite victoire, mais il ne faut pas oublier tout le reste de cette loi du plomb, et il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on se débarrasse totalement de cette loi aussi. Donc l'état des lieux, tout ça, toutes ces mesures-là, elles arrivent dans un contexte déjà, Willy le disait, d'un service public qui est totalement à l'os. Donc, on est dans une situation qui est catastrophique, avec la justice qui devient un luxe, il en a parlé, les transports, on en a peu parlé, mais c'est pareil, c'est une question d'inégalité sociale massive, la question des transports. On en a un peu parlé tout à l'heure, en milieu rural, la question des transports, elle est cruciale pour aller se soigner, pour aller éventuellement au tribunal, pourquoi pas. C'est pour ça que nous, on veut réinstaller évidemment des services de proximité. Le programme de la France Insoumise, tu disais la révolution par les besoins, mais c'est le fondement, c'est le socle
du programme de la France Insoumise. C'est pour ça que je vous disais en préambule que nous, on considère que les services publics, c'est un bien commun, en fait, parce que ça gère l'ensemble des besoins de première nécessité qu'on a et qu'il faut qu'on gère de façon collective. Donc la révolution par les besoins, elle adviendra avec la 6e République, en fait. Et j'ai envie de conclure là-dessus pour ne pas être trop longue. Mais le projet de 6e République, c'est quoi? C'est de réécrire la Constitution tous ensemble, de convoquer une assemblée constituante et de réécrire une Constitution avec l'ensemble des acteurs dont tu parlais, les syndicats, les enseignants, les politiques, etc., de façon à pouvoir rebâtir une République qui puisse correspondre à nos besoins. Voilà, bon, j'avais encore plein de trucs à dire, mais je vais m'arrêter là, c'est très bien, comme ça, je vais vous laisser poser vos questions. Ouais. Pour commencer, merci pour vos interventions tout à fait remarquables. Pour commencer, 2 toutes petites questions qui ont l'air naïves, mais qui ne le sont pas, je vous assure. La première, on parle de droit opposable. Est-ce que c'est pas un pléonasme? Est-ce qu'il y a un droit qui pourrait ne pas être opposable? Alors, je n'ai pas compris ce qu'est le droit. Voilà. Deuxième, à Aix-en-Provence, nous avons depuis quelques années un hôpital privé. Alors, est-ce que c'est pas un oxymore, ça? Voilà. Bonjour, c'était très intéressant. Je suis fonctionnaire enseignante, donc je me sens vraiment concernée par vos propos et syndicaliste. Alors, je voulais simplement apporter des petits éclairages, selon moi, dans mon vécu aussi, de ce que vous avez dit, notamment entre la concurrence entre les usagers et les fonctionnaires. Je pense qu'il y a des choses qui changent là-dessus. Et je voulais parler, par exemple, d'un combat qui a eu pas mal là, cette année sur l'école, défense des écoles, contre les suppressions de classes, où il y a eu énormément de parents qui ont pris en charge des combats, des élus, des citoyens. Moi, je suis dans un département assez rural. Il y a eu, par exemple, des tracteurs qui ont fait tout un blocage autour de Loches, une des villes à côté de laquelle j'habite, pour la défense de l'école rurale. Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voyait forcément. Et je pense que c'est aussi une des manières de répondre à la question opposition, parce qu'on voit que maintenant, c'est trop grave, quoi, en fait. Hein, et tout le monde est parent ou mère, ou en tout cas connaît des enfants. Donc, en fait, il y a vraiment cette question. Et pour l'hôpital aussi, on a vu des rassemblements de citoyens devant des hôpitaux. Et ça, je pense que il va y avoir sans doute aussi avec le 10 septembre cette logique un peu, parce que ça part vraiment d'en bas. Et je voulais avoir d'ailleurs votre avis un peu sur la question du 10, comment ça peut s'insérer dans ces combats dont vous parliez, là, parce que je pense que défendre le service public et s'opposer au budget Bayrou, ça va être au centre aussi du 10 septembre. Hein, c'est je pense dans toutes vos localités, vous avez vu ces appels qui partent vraiment des citoyens. Et aussi un autre aspect qui est aussi l'aspect de la guerre. Parce que tous les budgets baissent, sauf celui de la guerre quand même. Plus 6,5 milliards. Donc là, on a un doublement du budget de la guerre depuis les 10 dernières années. C'est quelque chose d'inédit. Et là, il n'y a pas d'économie. Hein. Là, par contre, il faut y aller. Il faut aller envoyer des armes encore en Israël. On continue à armer. On a armé l'État génocidaire. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être là aussi il y a un levier, hein, parce que tout le monde comprend ça quand même, qu'aller tuer les gamins, c'est pas leur offrir des cours et c'est pas ouvrir des classes, quoi. Victor Hugo il parlait on ouvre des prisons, on ferme des écoles. Là, on ouvre des chantiers de jeunesse et on envoie des gamins faire la guerre. Donc tout ça pour dire aussi que il y a ce combat-là et que je pense qu'il y a des initiatives qui existent. Moi, par exemple, je connais l'initiative d'un grand meeting qui va avoir lieu le 5 octobre, international contre la guerre à Paris. Et je pense qu'on a intérêt à faire connaître aussi ces dimensions-là, parce que maintenant, on est lié vraiment à l'international, quoi. Enfin, tous les pays, on voit bien qu'ils sont dans cette logique. Merci. Merci, excusez-moi, on va essayer de se cantonner à des questions un petit peu courtes pour que tout le monde puisse avoir le temps de les poser.
Oui, merci. C'est plutôt une courte intervention plutôt qu'une question, mais ça fait partie du débat, hein, bien évidemment. Moi, je pense qu'il n'y a pas de service public sans fonction publique. Les deux sont totalement liés. Il y a un rapport fondamental entre la forme juridique de nos services publics et le statut des fonctionnaires. Et quand on veut attaquer l'un, on attaque l'autre, on dézingue l'autre, d'où notamment la loi de transformation de la fonction publique. Moi, je suis syndicaliste dans la fonction publique territoriale, et c'est vrai qu'on souhaiterait quand même que, ça a été exprimé, mais que la France insoumise s'exprime de manière beaucoup plus nette et précise pour l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique, qui représente un gros boulet de canon dans le rempart dont on parle juste avant. On va avoir, je l'espère, avec les municipales, beaucoup d'élus majoritaires dans les communes, peut-être même dans des métropoles. Et évidemment, on attend, j'en suis convaincu, mais ça va mieux en le disant, que les élus, que les employeurs territoriaux insoumis, parce que quand on est élu majoritaire, on devient employeur, il ne faut pas l'oublier, que les employeurs insoumis soient les premiers à remettre en cause, à combattre dans leur collectivité, dans leur commune, le management toxique, etc. etc. On compte sur vous pour ça. Et vous pourrez compter également sur les syndicalistes et les territoriaux pour vous aider à le faire. Mais mon intervention aussi, elle porte sur la question, d'ailleurs que la camarade qui est intervenue précédemment l'a dit, bon, je suis syndicaliste et puis j'ai aussi un badge où il y a marqué contre la guerre. Parce que par ailleurs, le budget Bayrou, les 44 milliards qui veut nous ponctionner en plus, ça va servir à l'économie d'armement. Et je pense qu'aujourd'hui, une des premières réponses aux problèmes où on est confronté, c'est avoir un 10 septembre massif, puissant. Moi, ce que je vois dans ma fédération syndicale, je suis à la CGT, c'est qu'en plein mois d'août, on a des remontées quand même très intéressantes de mobilisation, de préavis de grève pour le 10 septembre. Les syndicats, bon, les copains rentrent de congé progressivement. C'est à l'ordre du jour de toutes les instances. Il y a une véritable dynamique. Je pense qu'on peut avoir un 10 septembre très, très massif. On va continuer, évidemment, pour que ce soit massif. Il y aura des préavis de grève, y compris au niveau national. C'est une certitude. Et la première réponse, c'est donc avoir un 10 septembre massif et s'exprimer de manière très nette, claire et précise contre la guerre, contre les budgets d'armement, parce qu'encore une fois, les 44 milliards de Bayrou, les premiers à être impactés par cette économie de guerre, c'est les services publics, donc les fonctionnaires, donc les usagers. Donc c'est un combat qui est totalement lié. 10 septembre, combat contre l'austérité, contre Macron et contre la guerre. Je vais essayer d'être concise. Bonjour à tous les trois et puis merci beaucoup pour vos interventions bonjour, merci à tous les trois pour vos interventions. Je suis médecin généraliste, alors en activité libérale et un petit temps en médico-social. Donc je ne suis pas fonctionnaire, mais je pense que je fais partie du service public d'une certaine façon. J'ai une question un peu technique. J'ai le sentiment que depuis quelques années, on nous demande de plus en plus d'indicateurs de performance. J'ai le sentiment que ça modifie vraiment nos pratiques, que ça diminue la qualité de nos soins, de notre service. Et c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai de plus en plus, c'est-à-dire performance versus excellence. Et je voulais savoir justement si vous, de votre côté, ces histoires d'indicateurs de performance, vous les voyez, comment vous analysez ça et comment on peut en sortir surtout pour aller vers quelque chose peut-être plus au service des patients. Voilà. Je promis, ça va être court. Hein. Question, quand est-ce que ça va être supprimé, le droit de réserve chez les fonctionnaires? Ah, voilà. Voilà. Oui, c'est une obligation, en fait. Pour ceux qui savent, moi, je pense que vous savez ce que c'est quand même une obligation de se taire. Mais dénoncer ce qu'on fait, c'est pas dénoncer notre structure, c'est dénoncer ce que l'État nous fait faire. Moi, je suis infirmière, j'ai 62 patients. En général, je ne fais pas 12 heures, je fais 13 heures. Je ne déclare pas ma dernière heure, mais j'en peux plus. Voilà. Après, il y a les techniques managériales, le VMC, mes collègues le font souvent. On est de plus en plus obligés parce qu'il y a de plus en plus d'arrêts. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est un truc qui me semble important. Voilà, c'est juste ça. Oui, moi je voudrais d'abord faire une remarque sur la distinction service public, fonction publique. Je suis d'accord avec ce qui a été dit et je voudrais rappeler un des fondamentaux de la fonction publique qui est le recrutement par concours, qui n'a pas été inventé juste pour enquiquiner le monde, mais pour éviter la corruption.
Et au niveau de la fonction publique d'État, vous avez un concours, vous avez un poste. Ce n'est pas le cas dans la fonction publique territoriale. Il vous faut passer par recrutement de l'employeur, donc de la collectivité. Et là, ça pose déjà problème parce qu'on peut réintroduire un peu de corruption. Mais si jamais il y avait suppression et on va de plus en plus vers des recrutements hors concours, on va revenir à l'embauche des petits copains et développement risqué de la corruption quand en plus vous baissez les salaires. Donc recrutement par concours, je trouve que c'est un des fondamentaux de la fonction publique. Mais moi, je voulais intervenir sur autre chose, sur le numérique, parce que quand on parle de biens communs, c'est vrai, on a listé dans les services publics l'école, la justice, etc. Il y en a un nouveau qu'on pourrait créer, c'est sur le numérique. Une mairie, elle a obligation de vous fournir une adresse postale, un nom de rue et un numéro de rue. Pourquoi elle n'aurait pas l'obligation de vous fournir une adresse mail? Alors la mairie ou le département ou l'État, je ne sais pas, mais d'avoir des clouds publics, un certain nombre de choses comme ça. Parce qu'actuellement, les services, soit vous passez par les GAFAM. Alors d'ailleurs, on se pose la question, c'est bizarre parce que c'est gratuit, mais c'est quand même les premiers millionnaires de la planète. Donc ça pose quand même question quelque part. Donc soit vous passez par les GAFAM avec tout le risque d'avoir les données personnelles qui sont pillées, soit vous passez par il existe des PME, des associations genre Zaclis ou Vaton, etc., où vous pouvez vous créer des adresses mail, avoir un cloud. Ça demande déjà un peu plus de connaissances. Pourquoi on n'aurait pas des services publics pour ce genre de choses? Parce que je pense que les associations, c'est quand même assez fragile. Et notamment, je reviens sur la messagerie, si vous créez une adresse chez Zaclis, c'est bien, sauf que vous êtes vite considéré comme un spammer, parce que c'est les GAFAM qui ont le pouvoir dans ce domaine. Et ils ont un pouvoir vraiment trop important, d'où l'importance d'avoir un service public du numérique, je pense, pour équilibrer ce pouvoir des GAFAM. Parce que le jour où Facebook veut le jour où ils veulent couper les réseaux, ils coupent ce qu'ils veulent, quoi. Ils censurent qui ils veulent, quoi. C'est déjà un peu le cas, mais c'est un peu discret, mais ils censurent qui ils veulent. Oui, donc je voulais savoir s'il y avait une réflexion de LFI sur le sujet. Alors, il y a beaucoup de questions, donc je vais répondre assez rapidement sur le 10 septembre et le budget de la guerre, évidemment. Donc, évidemment, je crois que Jean-Luc Mélenchon a été le premier à dire qu'on se mettait à la disposition. En fait, donc, la France Insoumise, c'est un mouvement, c'est pas un parti politique. Donc nous, on est un mouvement qui se met à la disposition du peuple et en particulier évidemment de ce genre d'initiative populaire. Et bien entendu qu'on appuiera partout où on peut, partout où on sera sur le terrain à faire des assemblées générales, des comités de quartier, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, évidemment que on incite chacune à le faire à son niveau et à sa portée pour soutenir de façon extrêmement massive ce mouvement. On a vu en effet que la CGT en particulier, c'est en train de monter un peu partout, en particulier CGT hôpital, mais pas que. Il y a d'autres branches aussi qui commencent à monter. On espère bien entendu que ce mouvement sera suivi par les syndicats. On espère, comme on le disait avec Willy Van-Desmarais, que ce sera l'amorce d'un nouveau mai 68, mais qui mènera, on espère, à une révolution un peu plus importante et radicale que celle qui a eu lieu après mai 68, évidemment. Pour ce qui concerne le budget de la guerre, évidemment que c'est un énorme problème qu'on dénonce depuis toujours, puisque ce budget, il est à la main du chef de l'État et qu'il n'y a eu strictement aucune discussion au sein de l'Assemblée nationale ou même du Parlement sur l'opportunité de ce budget. Donc, bien entendu, c'est un engagement qu'on a pris auprès de l'Europe. On est dans un moment de toute façon où les institutions aujourd'hui, qu'elles soient françaises ou européennes, sont totalement incapables de répondre aux besoins de la population. On a vu l'humiliation absolue du nouvel empire américain, comme il a piétiné l'Europe, qui sont partis à 7. On se demande bien pourquoi à 7, puisqu'on est 28 en Europe. Donc si on est puissant, on est là. Comment ça se fait qu'on va avoir Trump en rampant et qu'on est hyper content à la fin de devoir payer 650 milliards d'investissements alors qu'on n'est même plus capable d'investir en Europe, 750 milliards sur de l'achat d'énergie fossile qui est en contradiction totale avec les projets environnementaux européens et des promesses d'investissement dans l'armement américain, évidemment, parce que ça ne suffisait pas comme ça.
Donc évidemment que Manon Aubry pour l'Europe et nous à l'Assemblée nationale, évidemment qu'on fait tout notre possible pour hurler de façon systématique et faire des propositions de loi dans tous les sens pour évidemment, freiner et annuler ce genre de mouvement. Mais le moment, il viendra quand on aura foutu Bayrou dehors, puisque évidemment le grand projet de la rentrée au-delà du 10 septembre, ça va démarrer par le 10 septembre, mais ensuite il y a le 23 septembre la rentrée parlementaire et ces motions de censure immédiates pour dégager Bayrou et dégager Macron. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, parce que c'est quand même lui le chef de tous les milliardaires, hein. Quand on vote pour un président, de toute façon, qui sort d'une banque, il ne faut pas attendre grand-chose d'autre qu'il gère la France comme une entreprise. Et donc, bref, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Mais évidemment que le grand moment, il va être là, qu'on va essayer de foutre Bayrou dehors et surtout Macron, et puis d'arriver au pouvoir, bien sûr. Parce que... Vous disiez on attend de la France insoumise, mais nous, on n'est rien, nous les députés en tout cas, on n'est rien sans vous. Enfin, je veux dire, nous, on est complètement à votre service, on pousse ce qu'on peut, mais s'il n'y a pas un mouvement social, s'il n'y a pas une grève générale, s'il n'y a pas un blocage total des institutions, il ne se passera rien. On voit bien, tout est verrouillé. Merci Mathilde. On a un petit désaccord, je ne sais pas si c'est un désaccord stratégique, mais... moi, je pense qu'il faut un mouvement d'assemblée populaire des besoins. Et que, à côté de la prise du pouvoir d'État, on l'a vu en 1936, on l'a vu en 1968, les avancées sociales nécessitent la convergence de forces politiques, mais aussi de grève, mais aussi d'un mouvement social fort. Ce mouvement social fort, il n'existe pas pour l'instant. Il est à construire. Il est à construire de toute façon dans la durée. Parce que mai 68, c'est à la fois un exemple d'effervescence, de surgissement, de bousculement, mais en même temps, peut-être un contre-exemple. Parce que derrière 68, il y a quoi? Et derrière 68, il n'y a pas de structuration du mouvement social. C'est pourquoi, moi, je continue à plaider pour un mouvement d'assemblée populaire des besoins, qui pourrait d'ailleurs, évidemment, être un formidable à la fois outil de renseignement pour un pouvoir politique qui enfin serait conquis, et appui pour que ce pouvoir politique puisse être efficace. On l'a vu en 81. En 81, certes, la gauche prend le pouvoir, mais en même temps, il n'y a pas de mouvement, ou peu de mouvements de grève ou de mouvements qui... Ça n'a pas aidé, voilà. Bon, au moins, moi, je plaide pour ça. Alors, très rapidement, 4 points, mais très rapides. Vous parlez des infirmières, ça vaut pour énormément de métiers des services publics. Les gens ont décidé de ce métier par vocation. Et ça devient mission impossible. Ce qui est au principe d'une formidable violence psychologique. C'est terrible. On est là pour aider, on pouvait faire autre chose. C'est interdit. Par l'institution même qu'on voulait défendre. Le statut, évidemment, c'est fondamental. Et pourquoi ça insupporte tant les managers publics-privés? C'est parce que c'est le seul statut qui, d'ailleurs, devrait être étendu à tout statut salarié, où il y a quand même la possibilité de dire non. Voilà. La possibilité de dire non. Et ça leur est mais c'est exécrable. C'est-à-dire, immédiatement, vous avez des éruptions de boutons quand on en parle. La performance, vous en parliez. Moi, je pense que la performance, c'est fondamental. Mais le problème, c'est de savoir qui l'a dit. Est-ce que la performance, c'est des cabinets de conseil complètement hors sol, où, par exemple, il n'y a pas un seul enseignant pour évaluer l'école, dont un certain nombre de consultants travaillent en Inde, d'ailleurs, pour rendre des copies le plus vite possible. Bon, et des copies ineptes, sans rien, enfin, tu connais ça mieux que moi, Arnaud.
ou bien ce sont les usagers, les praticiens, bien. Et donc ceux qui connaissent les besoins. C'est le problème de l'évaluation qu'il faut évidemment repenser par en bas. Enfin, et je terminerai par là, vraiment, il faut, dans cette révolution des besoins, réinventer aussi les services publics, parce que c'est pas un monde enchanté, hein, pas. Et par exemple, puisqu'on parlait de la guerre, et puisque tu évoquais Gaza, c'est-à-dire la colonisation, il y a la colonisation et le génocide, j'aimerais dire, nous-mêmes décolonisons dans ce pays. Décolonisons dans ce pays la police, où des policiers tuent. Décolonisons dans ce pays la justice, où des magistrats les blanchissent. Décolonisons. Et ça, dans les quartiers populaires, oui, si on leur donne la parole, ils diront leurs besoins. Alors il y a plein de questions, je vais essayer de ne pas être redondant avec les interventions précédentes. Je vais commencer par l'oxymore. Est-ce que l'hôpital public en est un ? Il faut bien comprendre que, on n'en a pas beaucoup parlé, mais... pardon, merci. Est-ce que l'hôpital privé en est un ? Ok. Les besoins de la population, ils évoluent. Ils évoluent fortement. Pour prendre juste l'exemple de l'hôpital, dans les 10 dernières années, il y a plus un tiers de maladies chroniques dans le pays. Aujourd'hui, les maladies chroniques, celles dont on ne guérit pas ou pas tout de suite, c'est 1 personne sur 6 dans le pays. Les besoins, ils évoluent fortement. Les moyens des services publics n'augmentent pas autant. Dans ce décalage qu'il y a, et ce décalage va croissant, entre les besoins de la population et les moyens des services publics, se niche une présence croissante du marché, du secteur privé, et en l'occurrence dans la santé, des cliniques privées commerciales. Je vais pas développer plus que ça parce que j'ai pas le temps, mais on a fait tout un gros rapport avec le collectif Nos Services Publics, qu'on appelle rapport sur l'état des services publics, qui met en évidence cette dynamique qu'on appelle désocialisation de la réponse aux besoins dans tous les secteurs, dans l'éducation, dans la santé, mais même dans la justice, mais même dans la sécurité, où on voit la sécurité privée qui se développe, dans tous les secteurs de la société, il y a une désocialisation, une remarchandisation de la réponse aux besoins. Et ce qui est paradoxal avec ces cliniques privées, à but lucratif, cliniques privées commerciales, c'est qu'elles sont financées sur de l'argent public. Comme c'est le cas de beaucoup de ces réponses privées, on a pris le plus inégalitaire des deux systèmes, on a pris le système inégalitaire du marché, mais financé par de l'argent public. Et ça, c'est probablement un des gros sujets qui fracture aujourd'hui en profondeur notre société. Le droit opposable, n'est-ce pas un pléonasme ? Si, bien sûr. En fait, et c'est justement toute la force, encore une fois, du service public, en transformant des besoins essentiels en droit, juridiquement, on les rend opposables. Donc le mécanisme du droit au logement opposable, parce que c'est souvent à ça qu'on fait référence, c'est pas que le droit a été rendu plus opposable, vous n'allez pas plus avoir de logement social quand vous y avez droit, c'est simplement qu'on met des sous dans une cagnotte quand on n'y a pas. Donc on a rendu un mécanisme, ce qui rend vraiment opposable un droit, c'est l'existence d'un service public en face pour le rendre effectif. Mais ça amène une autre question, et je pense assez fondamentale, c'est la question du financement. Vous avez beaucoup parlé de la guerre. Willy a terminé en disant Mammoth Pride, ta première intervention. Je pense qu'il y a un autre slogan un peu provocateur qu'on peut revendiquer et qu'on doit revendiquer, c'est Vive l'impôt. Il faut qu'on revendique une socialisation croissante des richesses par l'impôt et par les cotisations sociales, évidemment plus redistributif, mais globalement, ce mécanisme est éminemment subversif. C'est pour ça qu'il est attaqué, c'est pour ça qu'il y a un définancement massif des services publics, c'est ça qui les met à l'agonie aujourd'hui. Et on a besoin de reprendre l'offensive sur cette question, je pense, fondamentale qui fait le financement de nos biens communs. 2 derniers points, si je peux me permettre. Le premier, c'est sur la question du statut. Je reviens pas sur ce que dit Willy sur le statut, c'est la possibilité de dire non. J'en suis convaincu, et d'ailleurs, en 1941, le premier statut de la fonction publique, sous Vichy, mettait obéissance à toutes les sauces. À partir de 1946, ce mot est supprimé, il n'existe plus.
et il est remplacé par le mot de responsabilité, qui est un très beau mot si on le prend au pied de la lettre et de dire on doit pouvoir rendre des comptes et on doit pouvoir avoir les marges de manœuvre pour faire correctement notre travail. Et c'est un horizon du travail qui, je pense, est éminemment émancipateur. Mais le statut, c'est aussi, et le tout premier article du Code général de la fonction publique, en tout cas le tout premier principe, c'est la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Vous pouvez chercher partout dans le Code général de la fonction publique, dans celui qui est applicable à tout le monde, sauf des statuts particuliers, vous ne trouverez jamais la mention du devoir de réserve. Le seul principe légal applicable à tous les fonctionnaires, c'est la liberté d'opinion. Le devoir de réserve n'est que subsidiaire, et que dans certaines expressions particulières qui sont considérées par le juge et par la hiérarchie comme n'étant pas modérées. Mais encore une fois, il faut le rappeler, le principe c'est la liberté d'opinion. Si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie là aussi à un guide du devoir de réserve et de la liberté d'expression qu'on a fait avec le collectif Nos Services Publics qui est disponible sur nos sites et qui essaye de revenir là-dessus en ligne. Mais c'est une bataille, et c'est une bataille et j'en dis un mot, de celle des fonctionnaires citoyens. Parce que, je vérifie que j'ai rien oublié d'important. Si, pardon. Un point avant de venir aux fonctionnaires citoyens. Je suis convaincu du statut, mais attention, je pense, et donc j'ai un petit désaccord avec l'expression « il n'y a pas de service public sans fonction publique » qui a été dite. En fait, attention à ne pas exclure de nos combats des tas de personnes qui, comme notre collègue médecin généraliste, se revendiquent du service public sans avoir le statut. Je pense qu'on peut défendre le statut tout en constatant que le service public déborde du statut et tout en revendiquant l'extension du statut à d'autres fractions du salariat. Je pense que c'est ça le mouvement qu'il faut qu'on opère et qu'il faut qu'on assume qu'aujourd'hui, il y a des services publics sans statut et que peut-être pour mieux protéger les travailleurs, il faut revendiquer l'extension du statut de la fonction publique dans beaucoup de domaines. Pourquoi, et je pense que c'est le dernier point, vous avez beaucoup parlé du 10 septembre, j'y reviendrai pas. Et puis Willy a même parlé de comment est-ce qu'il faudrait faire si la France insoumise arrive au pouvoir, Mathilde l'a dit aussi, avec des assemblées citoyennes. C'est une perspective très intéressante que je vous laisse. Je voudrais quand même, c'est pas pour être déprimant, mais envisager l'autre perspective. Parce qu'elle est dans la tête de tous les fonctionnaires, au moins depuis juin dernier. L'expertise de l'arrivée d'une extrême droite au pouvoir et de nous, l'action à l'intérieur de l'État. Et je pense qu'il faut qu'on s'en dise un mot dès maintenant, il faut qu'on en soit assez conscient. C'est une vraie perspective. Et c'est dans cette perspective, mais comme dans l'autre d'ailleurs, dans la plus positive comme dans la plus négative, il faut réassumer le rôle citoyen, politique de tous les agents publics. Si le statut nous confère cette responsabilité, c'est bien parce que notre rôle, c'est de servir les besoins de la population qui est entre nous. Ça ne se résume pas à l'obéissance à un ordre hiérarchique et ça ne s'y résumera jamais. L'ordre hiérarchique doit toujours être mis en regard des droits fondamentaux des citoyens et des besoins de la population qui est entre nous. C'est ça l'exercice de la responsabilité, c'est ça la force du statut quand il nous donne la possibilité de dire non. Et c'est ça, bien faire son travail quand on est agent public, c'est comprendre la force politique qu'a ce travail. Cette force politique ne peut s'exercer seule. Elle doit forcément être mise en regard, exercée dans des collectifs de travail. Ces collectifs de travail, c'est à nous de les reconstruire. C'est à nous de les reconstruire, quelle que soit la perspective. C'est à nous de les reconstruire, y compris en dehors du travail. C'est-à-dire que les collectifs de travail doivent pouvoir construire des ponts avec les associations qui sont de l'autre côté. Quand on travaille dans l'environnement, avec les associations de lutte contre la dégradation de l'environnement. On doit pouvoir construire des complicités formelles ou informelles. Il y a des conjonctions, mais c'est exactement ce que disait la collègue enseignante tout à l'heure, en disant les parents d'élèves se mobilisent et les agriculteurs pour défendre la classe dans un village rural. Je termine d'un mot. Au printemps, avec le collectif Nos Services Publics, on a remis les grands prix des feignasses d'or du service public. Et dans ces prix des feignasses d'or du service public, on a remis notamment un de mes préférés, le prix Amel Bent de celles et ceux qui ne lâchent rien. Et ce prix, on l'a remis au mouvement. Enfin, il y a eu un vote, il y a eu des milliers de votes sur Internet. Et on l'a remis au mouvement de lutte pour un plan d'urgence en Seine-Saint-Denis, qui pendant 3 mois a construit un mouvement de grève accompagnant les
parents d'élèves, les élèves des collèges et des lycées en particulier, les enseignants, et qui sont battus extrêmement puissamment et avec cette conjonction de forces qui, je crois, a fait la force du mouvement social et la réussite de ce mouvement. Il me semble que, quelle que soit la perspective, c'est ce type de mouvement qui doivent nous inspirer et c'est ça les convergences qu'il faut qu'on construise. Eh ben, merci beaucoup. Malheureusement, il faut conclure. Je remercie Arnaud d'avoir parlé de l'impôt parce que c'est très important et vous verrez que le programme de la France Insoumise, il est parfaitement financé puisqu'on a réussi à trouver 60 milliards de recettes nouvelles, puisque c'est là-dessus, bien entendu. Hein. Il faut savoir qu'on ne parle pas dans le vide. Le budget, il est parfaitement structuré et on sait où aller chercher l'argent, en effet, pour le redistribuer mieux. Donc, je vous remercie beaucoup, à vous tous, d'avoir été là. Merci beaucoup, Willy Pelletier. Merci, Arnaud Bontemps. Et puis, à très vite. Et surtout, convergence des luttes et tout le monde dans la rue le 10 septembre et grève générale. Voilà.